bonjour à tous. Du sang a encore coulé ce week-end à Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest. 4 adolescents ont été tués lors des affrontements entre des groupes armés séparatistes et les forces de sécurité à Bamenda. Les circonstances de leur décès restent floues, mais les échanges nourris de coups de feu entre l'armée camerounaise et les groupes séparatistes interviennent au lendemain d'une déclaration officielle annonçant la victoire du gouvernement dans la guerre contre les terroristes séparatistes dans les régions anglophones, une déclaration qui est aux antipodes de la multiplication des violences meurtrières enregistrées depuis le début de l'année dans les 2 régions en guerre. Cette tuerie de 4 adolescents rallonge la liste noire des civils victimes des affres d'une guerre fratricide qui préoccupe l'Église catholique et les États-Unis d'Amérique. Le cardinal, un secrétaire d'État du Vatican, doit arriver au Cameroun ce dimanche. Dans son agenda, il est prévu au cours de la semaine prochaine une audience avec le président de la République du Cameroun, une rencontre avec le chef du gouvernement, la conférence épiscopale et la remise du pallium à l'archevêque de Bamenda. La crise anglophone et les tensions politiques seront au menu des différentes rencontres entre Pietro Parolin et les personnalités de la République du Cameroun. Le cardinal, secrétaire d'État du Vatican, emboîte le pas à son homologue américain. Le nouveau secrétaire d'État américain Anthony Blinken a clairement indiqué que la résolution de la crise anglophone apparaît comme les priorités de l'engagement américain sur le continent africain. Ces engagements américains et catholiques peuvent-ils faire bouger les lignes en faveur d'un cessez-le-feu et d'une résolution de la crise anglophone ? Cette crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest a remis en cause le système de gouvernance publique adopté le 18 janvier 1996, date de l'entrée en vigueur de la Constitution de la République du Cameroun. Après de violentes contestations politiques survenues dans les années 90, la mise en œuvre des dispositions pertinentes de cette Constitution a-t-elle permis de construire un état de droit où les libertés individuelles et collectives, les mécanismes d'alternance et de séparation de pouvoir et d'inclusion sociale sont garantis et respectés. Pour avoir dénoncé cette malgouvernance et l'aggravation de la crise anglophone, des chefs traditionnels de la région de l'Ouest ont reçu un carton jaune brandi par le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangadi les accuse de parler trop politique alors qu'ils devraient s'intéresser davantage à l'agriculture. Le ministre leur reproche de mettre en difficulté l'administration à travers des propos et des idées qu'il juge proches d'un leader politique originaire de la région de l'Ouest. Son collaborateur préfet est allé jusqu'à adresser une deuxième mise en garde au roi des Bamendjou qui, selon lui, incite les populations à l'insurrection et la révolte. S'agit-il d'un recadrage ou d'une tentative de musellement sur fond d'intimidation ? Pourquoi ces rapports tendus entre l'administration et l'autorité traditionnelle dans la région de l'Ouest ? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Diohou. Maître Roland Diohou, bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux nombreux téléspectateurs fidèles de cette émission de droit de réponse. J'aimerais adresser un bonjour fraternel à tous nos camarades, à tous nos amis politiques qui pour le moment sont encore otages du régime de Yaoundé. J'aimerais avoir une pensée particulière pour notre premier vice-président, M. Mamadou Mota, pour notre trésorier national, le professeur Alain Foguet, pour le porte-parole du président élu, le professeur Maurice Kamto, en la personne de Olivier Bigou Nissak, à M. Zamboué, secrétaire national en charge de l'inspection, et tous les autres hommes et femmes de la résistance nationale qui sont parsemés dans les prisons de Bafoussam, de Douala, de Yaoundé, de Mfou, etc. J'aimerais leur adresser mon soutien et ma déférence
politique. Vous êtes secrétaire national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, chargé des affaires juridiques et judiciaires. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, dans cette émission Droit de réponse, c'est Joseph René Mboutouzé. Joseph, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les auditeurs de cette belle émission Droit de réponse. Je voudrais adresser mes félicitations à tous les présidents de conseils régionaux qui ont été installés tout récemment pour que la décentralisation dans sa phase finale commence vraiment au Cameroun. Je voudrais saluer toutes les populations du sud, du département du Dialogo, de l'Anjournové au Messala et de mon village Ngouassé. Vous êtes militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Sur le plateau de Droit de réponse, c'est un cadre militant de l'Union des populations du Cameroun, Maître Simon-Serge Kakak. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les copanélistes. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Kinox Télévision. Bonjour à tous les étrangers qui sont au Cameroun en ce moment dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. Et surtout bonjour à tous les militants de l'Union des populations du Cameroun. Sur le plateau de Droit de réponse ce dimanche, il est encore là, éditorialiste quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de réponse, Edmond Kamgia. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les copanélistes. Je salue, en renouvelant mes amitiés et ma sincère affection aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission. Et d'entrée du jeu, avec vous, Maître Simon-Serge Kakak, vous avez suivi cette actualité où le ministre de l'administration territoriale, lors d'une rencontre avec des chefs traditionnels à l'Ouest, a brandi un carton jaune, signe d'avertissement et de menace à l'encontre de ces chefs qui, selon lui, ont tenu des propos qui mettent en difficulté l'administration parce qu'ils parlent trop politique, ils parlent trop de la constitution du Cameroun et du code électoral qui ne devraient pas être des sujets à aborder par des chefs traditionnels. Comment avez-vous apprécié ce que le ministre a qualifié de recadrage des chefs traditionnels dans la région de l'Ouest? Cédric, avant de répondre spécifiquement à votre question, qui me semble d'une pertinence légendaire, il faut quand même noter qu'en réalité, la perception de la chefferie traditionnelle par l'administration n'est pas la même que les populations ont de la chefferie traditionnelle. Parce qu'en réalité, dans la conception africaine de la chefferie traditionnelle, le chef traditionnel est le dépositaire de l'autorité traditionnelle et ancestrale. C'est lui qui est en fait le gardien des traditions. Dans l'imagerie populaire, voilà comment on considère un chef traditionnel. Mais il se passe que depuis les années 1920, lorsque le Cameroun a été mis sous mandat, tout le double mandat britannique et français, l'administration a commencé à considérer les chefs traditionnels non pas comme les dépositaires de l'autorité traditionnelle, mais plutôt comme les auxiliaires de l'administration. Lorsque vous prenez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, je vais citer la principale loi, notamment la loi du 15 juillet 1977 qui régit l'organisation, le fonctionnement des chefferies traditionnelles au Cameroun. Vous allez vous rendre compte qu'on vous dit clairement que le chef traditionnel est un auxiliaire de l'administration et que c'est l'administration qui doit entériner sa nomination, même si sa nomination est j'allais dire, même si son élection est faite par les notables. Mais il faut que l'autorité traditionnelle, l'autorité administrative entérine. Et on vous dit dans cette loi qui a été modifiée en 2013, on vous dit dans cette loi que le chef traditionnel seconde les autorités administratives dans leur mission d'encadrement des populations. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Cela veut dire que, effectivement, tel que l'administration et le gouvernement perçoivent les chefs traditionnels, ils ne les considèrent pas comme des gens qui doivent travailler, j'allais dire, en dehors du canevas défini par l'administration. C'est pour ça que le ministre Atangandji est dans cette posture. Donc, vu du point de vue, vu sous l'angle juridique,
de la chose. Il est dans son rôle. Parce que le chef traditionnel, effectivement, elle est déportée de l'autorité traditionnelle. Mais il se pose un problème aujourd'hui. Je pense que c'est à ce niveau que le bas blesse. Parce qu'en réalité, au niveau des populations qui choisissent souvent leur chef, dans leur tête, ils ne l'ont jamais considéré comme quelqu'un qui va travailler avec l'administration. On le considère toujours comme quelqu'un qui est là pour défendre les intérêts des populations. C'est pour ça justement que certains chefs, conscients de ce que les populations attendent d'eux, sont dans la posture de critiquer. Ils font des sorties pour amener les autorités administratives et gouvernementales à régler un certain nombre de choses qui ne marchent pas au sein des populations. Malheureusement, il se passe que le gouvernement ne comprend pas la chose comme ça. C'est pour ça que justement, tout le temps, on tire à boulet rouge sur les chefs. Mais comme les chefs savent qu'en réalité, ils sont plus au service des populations que de l'administration, ils sont obligés de continuer leur travail de dénonciation. C'est ça qui justifie qu'il y a beaucoup de chefs qui, dans la plupart des cas, font des sorties pour aller contre l'action du gouvernement. Pas forcément parce qu'ils sont contre le gouvernement, mais c'est pour amener le gouvernement et l'administration en général à rectifier les tirs. Donc, de mon point de vue, la sortie du ministre Atanga Ndji, même si elle peut être justifiée sur le plan juridico-légal, il n'en demeure pas moins que du point de vue des aspirations populaires, il se pose un problème réel parce que le chef ne peut pas essentiellement travailler en restant au service de l'administration. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Joseph René Mbutouzé sur cette posture de l'autorité administrative. Au Cameroun, il y a la liberté d'expression. Et ces chefs traditionnels ont fait une déclaration en novembre 2020 pour interpeller le gouvernement sur l'aggravation des crises, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, et l'appeler à un nouveau dialogue et à des réformes institutionnelles afin que le pays sorte de ces multiples crises. Pourquoi ça pose problème au gouvernement, Joseph René? Oui, si vous avez bien suivi Maître Kakak, il a clairement démontré que les chefs, depuis la loi de 1977, sont des auxiliaires d'administration. Et il y a, je crois bien, une jurisprudence de la Cour suprême du Cameroun qui dit que la loi prédomine sur les aspects coutumiers. Voilà. Lorsque nous avions cela, on doit comprendre que le chef, étant un auxiliaire d'administration, n'a pas toute la liberté qu'il veut. Parce que lorsque vous êtes dans l'administration, vous êtes astreint à ce qu'on appelle le droit de réserve. Alors, si vous êtes un chef qui accepte les conditions actuelles de droit qui voudraient que le chef soit un auxiliaire de l'administration, alors vous devez vous conformer aux principes de l'administration et notamment à ce que je viens de qualifier de droit de réserve. Donc le chef ne peut donc pas s'autoriser à dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, en direction de l'administration qui, conséquemment, est donc son employeur. Vous voyez donc, lorsque vous êtes un chef et que vous ne voulez pas vous conformer à cela, ce qui vous reste à faire, c'est de partir. Mais si vous partir où? Alors qu'au Cameroun, vous savez bien que les chefs traditionnels, il y a des aspects coutumiers qui permettent dans la société africaine de définir à la fois la place et le rôle des chefs traditionnels dans la société camerounaise et africaine. Lorsqu'un chef traditionnel s'exprime sur une question d'actualité, il fait savoir au gouvernement que la situation du pays est très mal et qu'il faudrait résoudre ce problème. En quoi est-ce que ça dérange l'administration concrètement? Je vous dis que lorsqu'un auxiliaire de l'administration défini et accepté comme tel, et qu'on constate que le pays ne marche pas, contraint, on ne doit pas s'exprimer. Il y a des canaux. Vous n'êtes pas obligé de prendre des communiqués. Vous pouvez saisir la hiérarchie dans l'administration qui est la hiérarchie du commandement traditionnel. Dans l'administration camerounaise, c'est directement le ministre de l'administration territoriale. Il y a des voies de communication qui ne sont pas forcément des communiqués qui ont tendance à vouloir faire de la publicité, à vouloir créer de l'ensurenchère dans l'environnement. Ces chefs peuvent demander à rencontrer
soit le ministre de l'administration territoriale, soit le Premier ministre, et pourquoi pas le président de la République, pour discuter des problèmes qu'ils estiment importants pour la bonne marche du Cameroun. Se réunir et pondre des communiqués à la communauté ne peut pas être la voie la plus efficace. Je vous dis que les chefs, parce qu'ils sont des auxiliaires d'administration, sont tenus au droit de réserve. Mais il y a une politique 2 poids 2 mesures. Quand des chefs traditionnels se réunissent pour publier des communiqués où ils soutiennent le chef de l'État, ça ne pose pas de problème au gouvernement. Mais lorsqu'ils font des déclarations pour faire l'autopsie de la situation du pays et faire des propositions, on a le sentiment, selon le gouvernement, qu'il y a une volonté d'aller à l'encontre des pouvoirs publics. Comment expliquer cette politique 2 poids 2 mesures? Vous ne pouvez pas mettre le chef d'État sur cette balance-là. Le président de la République est le premier Camerounais en tout. C'est le Camerounais qui a été désigné par la majorité des Camerounais pour pouvoir diriger le Cameroun dans le sens de donner le mieux-être, le bien-être aux populations du Cameroun. Le président de la République a une position qui est une position de privilège et que les gens doivent respecter. Parce qu'on n'est pas président d'un pays qui veut, mais qui peut. Et on ne le reste pas aussi longtemps comme le président Paul Biya, parce qu'on veut, mais parce qu'on peut. Le président, par rapport à cette position de privilège que la Constitution de la République du Cameroun lui donne, ne peut pas être comparé aux autres acteurs politiques ou bien aux autres acteurs sociaux au Cameroun. Le président de la République en lui seul est une institution. Alors si le président de la République pose un acte qui réconforte le peuple camerounais, il est dans le rôle de n'importe Camerounais de l'applaudir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans des subjectivités et dire pourquoi quand les gens sont allés dans des subjectivités, on essaie de les mater, mais quand ils encensent le président, on les laisse faire. Parce que les positions de ces chefs ne sont que des positions subjectives. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il y a de l'objectivité dans nos positions? On va les étudier au cours de cette émission, justement, cette déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest. J'aimerais d'abord avoir la réaction de Maître Roland Duhoux sur ce que le ministre considère comme un recadrage en brandissant devant des chefs traditionnels, garants de la tradition, garants de l'autorité morale, un carton jaune pour les avertir de ce que l'administration n'est pas d'accord avec la déclaration sur la situation politique du pays. Il leur demande de parler plus d'agriculture. Comment vous réagissez? Tout d'abord, avant de répondre directement à votre question, j'ai été un peu interloqué tout à l'heure lorsqu'il a été convoqué la notion de hiérarchie. Et je vais saisir la balle au bon pour indiquer à M. Mboutouzé, parlant de M. le Président de la République, non, parlant de l'institution du Président de la République, il y a une hiérarchie au-dessus du Président de la République. Et son patron, c'est le citoyen. Donc oui, le premier citoyen, ce n'est pas M. Biya. C'est vous, M. Mboutouzé, c'est moi, c'est Maître Simon Serge Kakak. Et la hiérarchie, c'est donc nous, le peuple. Il doit nous être soumis. Et pour convoquer la logique de l'auxiliaire que vous avez utilisé tout à l'heure pour parler du chef, si je suis la hiérarchie du président de la République, il est mon auxiliaire. Il doit m'être soumis. Cette logique, cette logique qui consiste à tout extrapoler lorsqu'il s'agit du président de la République et minimiser, dénier même lorsqu'il s'agit des autres institutions, commence à bien faire. C'est, à mon avis, une mauvaise greffe qui a été héritée de notre colonisation par la France, parce que M. Mboutouzé fait exprès de ne pas parler de l'apport ou alors de la manière dont les Britanniques ont eu à gérer le phénomène des chefferies traditionnelles dans les contrées qu'ils ont eu à gérer. Là-bas, vous n'entendrez jamais parler d'auxiliaire de l'administration. Les Britanniques avaient un système qui était, au demeurant, très cohérent et très simple à comprendre. On a trouvé des gens sur les territoires que nous sommes allés conquérir, qui avaient déjà une organisation, qui avaient déjà une façon de fonctionner. Dans la mesure où ces façons de fonctionner sont conformes
entre guillemets, à la civilisation, je dis entre guillemets, pourquoi s'y mixer? Donc, ils ont appliqué simplement ce qu'on appelle le indirect rule. Tout ce qui concerne les aspects de la société qui ne nécessitent pas une intervention extérieure sont laissés à la libre gestion des autorités traditionnelles trouvées sur place. Ils ne sont donc pas auxiliaires de l'administration, ils sont administrateurs. La nuance est de taille. Ils administrent en tant qu'autorité traditionnelle, puisant leur pouvoir, certes, de la reconnaissance qui leur est faite par l'autorité colonisatrice, mais davantage de ce qu'ils représentent en tant qu'autorité traditionnelle, gardien de la tradition et surtout gardien du pouvoir ancestral. Arrêtons de donner l'impression que nos États ou alors nos populations ou nos communautés ont eu une existence seulement à partir du jour où les puissances sont arrivées et ont imposé une autre façon de gouverner, une autre façon de voir. Premier point. Sur le deuxième point relatif au cadre juridique, je suis globalement d'accord avec ce que Maître Kakar dit, sauf qu'il y a une nuance que j'aimerais apporter. On ne peut pas parler du cadre juridique et se cantonner à la loi qui organise les chefferies traditionnelles. Elle ne peut être que rapportée aux autres normes juridiques qui justement encadrent plus que simplement la chefferie traditionnelle, mais ce qu'on pourrait appeler les libertés fondamentales. Et vous ne pouvez donc pas justifier que l'on prive un citoyen, fût-il chef traditionnel, de sa liberté la plus basique, qui est celle de s'exprimer au nom d'une prétendue subordination, au nom d'une prétendue hiérarchie. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, quand vous parlez d'employés, c'est un peu forcer le trait de mon point de vue que de considérer que le chef traditionnel est l'employé de l'État. Puisqu'il est salarié. Je ne pense pas vous avoir interrompu, M. Mboutouzé. Et justement, prenez la peine de laisser les autres s'exprimer. Votre ministre fait exactement comme vous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit des choses qui ne lui plaisent pas à entendre, il brandit des cartons jaunes. Ça me permet d'embrayer sur quelque chose qui est en société, en République, une symbolique extrêmement barbare et grave. On est dans un pays où le football est quelque chose d'assez répandu. On sait ce que veut dire le carton jaune. Quand un ministre de la République, et je préfère mettre ça entre guillemets parce que le comportement de ce dernier ne correspond pas à ce qu'on peut attendre d'un ministre de la République, va s'adressant à des autorités traditionnelles qui étaient là longtemps avant l'État dans sa forme actuelle, brandit des cartons jaunes parce que ces derniers se seraient exprimés sur des questions qui ne lui plaisent pas. Ils auraient dû s'exprimer sur l'agriculture. Soit, parlons même de ça. Si un chef vous dit « Ok, je ne m'exprime que sur l'agriculture », j'aimerais savoir pourquoi les tracteurs sont en friche, en jachère, dans un champ quelque part dans le sud, chez M. Mboutouzé. Est-ce qu'il ne parle pas d'agriculture là? Mais est-ce qu'il ne parle pas de politique agricole en même temps? S'il vous dit pourquoi est-ce que la politique d'accès à la terre agricole fait problème dans mon village, ne parle-t-il pas de politique, mais ne parle-t-il pas en même temps d'agriculture? Soyons un peu sérieux. Dites-moi quel est le domaine d'activité dans une société qui ne s'imbrique pas à la logique politique. La politique, s'il faut qu'on se pose la question, si ce n'est la gestion de la cité, et si on parle de la gestion de la cité, les amis de M. Mboutouzé veulent instaurer la hiérarchie qui permettra, selon eux, et ils vont vous parler d'objectivité, de discriminer selon qu'on a le droit ou pas de parler de la société. Et donc pour eux, c'est dit tous les messages dithyrambiques à l'endroit du chef de leur parti, parce qu'il faut le dire, M. Biya, c'est des messages objectifs, c'est des messages acceptables, on peut le tolérer, même venant des chefs traditionnels. On a vu des colonnes et des colonnes de journaux d'ailleurs publics avoir recensé des appels à comment ils ont appelé ça, l'appel du peuple, motion de soutien, etc., à un homme pour qu'il soit candidat à une élection présidentielle. On est dans un cadre, excusez-moi, strictement partisan quand on fait ça. Mais vous n'avez rien eu à dire à ça.
Sauf que si les mêmes, parfois c'est les mêmes, si les mêmes vous disent non, il faut regarder de près, par exemple, la question de notre vivre ensemble. On va parler de ça dans la suite du débat. Comment est organisée notre société, comment s'imbriquent les différents maillons de notre société du point de vue, par exemple, constitutionnel. Alors, les amis de M. Mboutouzé sortiront et vous diront qu'ils n'ont pas le droit de parler. Non, je m'inscris en faux. Nous avons tous, autant que nous sommes, la même liberté d'expression, la même qui vous sert à encenser, c'est la même liberté d'expression qui sert à d'autres personnes à critiquer. Après vous, Roland, Edmond Kamgia, brandir un carton jaune devant une autorité traditionnelle, quelle image cela peut renvoyer dans une société africaine? Qu'un ministre de la République vienne interdire à ses chefs traditionnels de parler de politique et estime que la rupture est bien plus important comme sujet à aborder par des chefs traditionnels. Voyez-vous, Cédric Noufélé, qu'un ministre de la République rassemble des chefs traditionnels et en vienne à brandir un carton jaune à ces chefs traditionnels, dont beaucoup ont accédé à la fonction traditionnelle, d'autorité traditionnelle avant même sa naissance. Ça s'appelle tout simplement un crime de lèse-majesté. Mais avant de revenir sur cette question en profondeur, il y a quelques précisions qu'il convient de faire à propos de quelques déclarations qui ont été faites ici. Monsieur Mboutouzé a convoqué le devoir de réserve vis-à-vis des chefs traditionnels. Je voudrais lui dire que tous les chefs traditionnels ne sont pas tous absolument fonctionnaires. Certains sont fonctionnaires, d'autres ne le sont pas du tout. Et on ne peut pas invoquer ce devoir de réserve de manière générale pour dire que le chef, en tant qu'auxiliaire de l'administration, doit se taire ou ne doit pas s'exprimer sur des questions concernant la politique. À propos du concept même d'auxiliaire de l'administration, j'ai écouté des choses. Les copanélistes sont chacun à sa façon essayer d'expliquer ce que cela signifie. Mais je vais avoir une position en complémentarité par rapport à ce qu'ils ont dit, pour ne pas redire la même chose. Ce que certains ne savent pas, au-delà de ce qui a été dit en relation avec le texte de 77 qui organise le fonctionnement des chefferies traditionnelles, il y a deux éléments importants que je dois convoquer ici. La Constitution du 18 janvier 1996, qui est au-dessus des décrets et des lois, y compris le décret qui organise les chefferies traditionnelles. La Constitution était au-dessus. Donc on ne peut pas invoquer le texte sur les chefferies traditionnelles pour enlever à une autorité traditionnelle, gardienne des traditions, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, qui sont consacrées par le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996, qui fait partie intégrante de la Constitution. Ça, c'est le premier point. La Constitution est au-dessus du texte qui organise les chefferies. Parce que les chefs traditionnels sont d'abord et avant tout des citoyens camerounais. Ils ont le droit à la liberté d'opinion et le droit à la liberté d'expression. La deuxième chose qu'il faut dire ici, c'est que l'expression, en réalité, on a tendance à percevoir la notion d'auxiliaire à l'administration sous le paradigme de la domination. En percevant uniquement les gardiens de la tradition, les chefs traditionnels, l'autorité traditionnelle, qui sont des autorités morales aussi, sous le prisme, je dirais, entre guillemets, de l'infériorité par rapport à l'administration. Ce n'est pas la réalité au niveau, puisque vous m'avez parlé de la société traditionnelle africaine, ce n'est ni la vérité au niveau de la perception que l'on doit avoir au niveau de la société traditionnelle africaine et même du droit camerounais. Je m'explique. Ce que qu'on vient de dire ici, c'est que lorsque chronologiquement, depuis le double mandat français et britannique des années 20, puis on a eu la double tutelle franco-britannique au Cameroun après la Deuxième Guerre mondiale, la France notamment, qui avait un système de gestion différent des Britanniques, et je fais droit, je félicite d'ailleurs Maître Roland Diéou pour nous avoir suffisamment rappelé la différence entre les deux systèmes.
de mandat géré par les Français et les Anglais, parce que les Anglais, effectivement, c'était l'indirect rôle. Et eux avaient mieux compris le rôle et le statut des chefs traditionnels dans la société africaine. Et c'est pour cela que vous verrez que partout où la Grande-Bretagne a été le pays colonisateur, ces pays se sont rapidement émancipés. Ces pays, en Afrique comme partout à travers le monde, sont des pays développés. Sont des pays où on respecte la bonne gouvernance. Sont des pays où on respecte la démocratie. J'ai cité le Ghana, le Kenya, le Nigeria et beaucoup d'autres pays en Afrique. Comme en Asie, l'Inde, le Pakistan, partout où l'Angleterre est passée, elle a respecté l'autorité traditionnelle, les gardiens de la tradition, et a permis, à travers ce respect des gardiens de la tradition, au peuple, aux populations de s'émanciper et de devenir rapidement libres et indépendants. Et la plupart de ces pays sont plus développés que les pays qui ont été sous la colonisation française, ou alors comme le Cameroun, sous mandat et sous tutelle française, parce que le Cameroun a été la colonie de personne, d'aucun État. Je voudrais, avant d'avancer et de répondre directement à la question, dire qu'en réalité, ce qu'il convient de dire, ce qu'il convient de retenir, c'est que le chef traditionnel, par rapport à l'autorité administrative, contribue, comme l'autorité administrative, à une fonction de régulation sociale. En réalité, la fonction d'auxiliaire de l'administration ne fait pas du chef traditionnel l'auxiliaire de l'autorité administrative. Cela signifie quoi? Ce n'est pas, je le rappelais tantôt, un paradigme de domination, mais c'est la collaboration, c'est un partenariat dans la complémentarité. Parce que l'autorité administrative a besoin de l'autorité traditionnelle, gardien des traditions, pour faire passer les messages qui permettent de mieux réguler la société, qui permettent l'harmonie sociale, la cohésion sociale, le progrès et le développement des collectivités, de nos villages, de nos communautés. La question, M. Noufele, que vous posez, celle du carton jaune que le ministre de l'administration territoriale a infligé en direct devant les caméras lors d'une assemblée au chef traditionnel. Je vous assure, ce n'est pas seulement moi qui parle. Ce sont d'autres Camerounais que j'ai entendus après ces images-là qui ont été véhiculées, qui ont été diffusées par les médias. Et se sont dit, mon Dieu, où sommes-nous? Sommes-nous encore en Afrique? Au-delà de l'Afrique même. Parce que je dois le dire également, en citant encore l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui est fier, je dis le Royaume-Uni est fier d'avoir gardé ces traditions, d'avoir gardé la reine d'Angleterre en Europe. Il y a quelques pays encore qui ont des rois, des reines en Europe, mais je vous dis particulièrement le Royaume-Uni est fier vis-à-vis des pays européens de présenter son régime parlementaire, mieux, d'avoir à sa tête le chef de l'État, c'est la reine d'Angleterre. Le Premier ministre rencontre et fait un rapport à la reine. Pareil pour le chef de l'opposition, parce que là-bas il y a un statut de l'opposition, ce que nous n'avons pas au Cameroun. Donc ils ont gardé et continué encore dans cette monarchie constitutionnelle à faire valoir les aspects positifs de la monarchie dans un cadre de modernité. C'est pour dire quoi quand je reviens en Afrique et au Cameroun et l'image que nous avons vue, c'est ce que le MINAT a fait, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance, c'est du mépris par rapport à nos chefs traditionnels, à nos chefs supérieurs. Moi, en réalité, ces expressions de chefs-là m'incommodent parce que ces mots, ces termes que la France nous a imposés, moi je préfère les appeler par leur propre nom. Parce que les royaumes ont précédé l'État du Cameroun. Ils existaient avant l'État du Cameroun. Et à leur tête, il y avait ces rois. Il y avait ces fous, ces femmes. Voilà leur vrai nom. Et on ne brandit pas un carton jaune à un fun, à un faux, à un roi. Je voudrais dire à monsieur le ministre de l'administration territoriale, est-ce qu'il serait prêt à rassembler les femmes, les chefs supérieurs du Nord-Ouest, dont il est originaire,
et leur brandir un carton jaune lors d'une assemblée avec eux. Je ne pense pas qu'il le pourrait. Oui, là, il est capable. Et je dois vous dire également, parce que la question de fond, c'était le texte rédigé par les représentants des chefs traditionnels de l'Ouest, qui visiblement a été interprété comme une sorte de critique acerbe vis-à-vis des institutions gouvernantes. Je dois dire que le contenu, peut-être sur lequel vous reviendrez, de ce texte-là, n'est en rien, j'allais dire, ni contradictoire, ni nouveau, par rapport à ce qui a déjà été dit par d'autres autorités politiques, la société civile et traditionnelle, justement, y compris une autorité, je tiens à le dire avant d'avancer. Il y a une autorité, il y a Sa Majesté le roi de Bamoun, Ibrahim Bourbon Dioya, a dit des choses que l'on retrouve dans le texte des chefs traditionnels. Et parlant justement de il n'a jamais été critiqué par le Minat. C'est quoi ces 2 poids 2 mesures? Et parlons à moins de que le roi de Bamoun, à moins que le département de nous ne fasse pas partie de l'Ouest. Et ça, ce serait inquiétant. Parce que quand le Minat interpelle les chefs de l'Ouest, il ne s'adresse pas, il ne convoque pas le roi de Bamoun, qui a dit exactement la même chose lors du grand dialogue national. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Je reviendrai. On va en parler tout à l'heure, Edmond. Permettez à d'autres de réagir. Maître Simon CHKK, sur le fond des déclarations faites par ces chefs traditionnels de l'Ouest, ils ont indiqué, par exemple, sur la crise anglophone, que l'option militaire a montré ses limites. Ils ont exhorté le gouvernement de la République et à la fois les populations du nord-ouest et du sud-ouest de trouver un cadre de concertation pour apaiser les tensions dans cette partie du Cameroun. Ils se sont montrés favorables à une réforme constitutionnelle, disent-ils, pour assurer une stabilité et une alternance redynamisante à la tête des institutions du Cameroun. Ces différentes propositions et suggestions, pourquoi cela dérange autant l'administration et le pouvoir au Cameroun? Cédric, je vais tout de suite vous répondre en vous disant que les chefs traditionnels de l'Ouest n'ont fait que dire tout haut ce que la population pense tout bas. Ils n'ont rien dit qui soit étranger à ce que pensent les Camerounais. C'est la première chose que je voulais faire observer. Et la deuxième chose que je tiens à faire observer sur ce plateau, c'est que, en fait, la posture du ministre de l'administration territoriale et les textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des chefferies traditionnelles au Cameroun traduisent à suffisance pour les incongruités de l'héritage colonial que nous avons hérité, que nous avons eu de la France. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que lorsque nous faisons un décryptage de la sortie du ministre, et lorsque nous faisons l'exégèse des textes qui régissent les chefferies traditionnelles au Cameroun, on se rend compte que ces 2 éléments sont aux antipodes des exigences et des enjeux de ce qu'on appelle la gouvernance traditionnelle et ancestrale. Parce que, logiquement, ça je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que les populations attendent de leurs chefs? C'est de porter tout haut, c'est de porter vers les autorités administratives leurs aspirations profondes. Et c'est en cela que les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Et auxiliaire de l'administration, en aucun cas ne veut dire qu'on est astreint à un droit de réserve. Non. La personne qui est astreinte à un droit de réserve, c'est l'autorité administrative. Nous sommes, je parle sous le contrôle de mon confrère, Tout à fait. nous sommes les avocats. Statutairement, un avocat est un auxiliaire de justice. Tout à fait. Mais un avocat n'est pas astreint à un devoir de réserve. Comme le magistrat. Comme le Il est magistrat. fonctionnaire. Le magistrat, lui, le fonctionnaire, il est astreint à un devoir de réserve qui n'est pas imposé à un avocat, mais qui, pourtant, est un auxiliaire de la justice. Donc, c'est pratiquement la même chose ici. Il faut que les gens comprennent très bien la notion statutaire qu'on a imposée aux chefs traditionnels quand on les appelle les auxiliaires de l'administration. Mais pourquoi ces sorties des chefs traditionnels sont considérées comme des appels à l'insurrection, à la révolte dans la région de l'Ouest? Non, je pense que c'est de la mauvaise foi
profondément caractérisée, où les autorités gouvernementales ne veulent pas reconnaître la vraie place, le vrai rôle, les vraies missions qui sont assignées aux chefs traditionnels. Je vais dire autre chose. Les gens ne comprennent pas. Lorsque vous lisez même la loi qui vous définit les missions des autorités traditionnelles, on vous dit qu'ils ont pour mission de seconder les autorités administratives dans leur mission d'encadrement des populations. Que cela veut dire en d'autres termes, pour faire ce qu'on appelle une interprétation téléologique de ces dispositions? Cela veut simplement dire que les chefs traditionnels qui vivent avec leur population doivent prendre les problèmes de leur population pour les porter aux autorités gouvernementales et administratives pour leur dire que voilà ce qui ne marche pas dans la société. Vous voyez la situation que nous vivons dans le Nozo depuis 5 ans désormais. Parce que cette histoire a commencé en 2016. Nous sommes déjà en 2021. Ça fait 5 ans. Est-ce que les autorités traditionnelles qui sont convaincues que cette situation cause un préjudice immensement incommensurable aux populations doivent rester les bras croisés? Non. C'est pour ça qu'ils font une sortie pour faire des suggestions. En réalité, leur sortie, c'est une sortie qui est porteuse d'un certain nombre de suggestions qu'ils ont faites au gouvernement pour dire que, monsieur les autorités administratives, monsieur les autorités gouvernementales, monsieur le président de la République, nous pensons que pour régler définitivement la crise anglophone qui est en train de victimiser de manière suicidaire notre pays, voilà ce que nous pensons. En réalité, ils n'ont pas insulter le gouvernement. Ils n'ont pas dit que le gouvernement n'a pas travaillé. Ils n'ont pas critiqué le gouvernement. Mais ils ont fait ce qu'on appelle des suggestions. Et de mon point de vue, que ce soit en application des lois, que ce soit en application des aspirations des populations, des attentes de la population vitale de la part de leurs chefs traditionnels, ils sont dans leur rôle. C'est le rôle des chefs traditionnels. Si un chef traditionnel voit que ces populations vivent dans une misère indescriptible et inadmissible, si les chefs traditionnels se rendent compte que leur pays est en train d'aller à volo, parce que certainement les options prises par le gouvernement ne sont pas forcément les plus indiquées, les chefs traditionnels doivent réagir, peut-être pas pour outrager le gouvernement, mais pour faire des suggestions. Cela rentre bel et bien dans leur mission statutaire. Maintenant, pour chuter, je voulais simplement dire ceci. Tout à l'heure, Edmond a dit quelque chose de très pertinent. Quand il s'est interrogé sur M. Atangandji, ministre de l'administration territoriale, pour dire que est-ce que ce même ministre, qui est originaire de la région du Nord-Ouest, peut adopter la même posture vis-à-vis des fonds? Parce qu'effectivement, les fonds qui ne sont pas forcément dans la même posture statutaire que les chefs traditionnels de la partie francophone du pays et qui travaillent conformément à l'héritage colonial à eux légué par les anglo-saxons ne pourraient jamais accepter une pareille sortie. Parce que chez eux, en réalité, les fonds sont les acteurs qui vivent avec les populations et qui sont toujours en train d'assurer de manière intégrale la défense de leur population. C'est par là que je suis. Après vous, Simon-Serge, Joseph, René, lorsqu'il y a de telles suggestions faites par les chefs traditionnels, pourquoi le ministre estime que ces propositions sont similaires aux déclarations d'une personnalité politique originaire de l'Ouest et président d'un parti politique? Pourquoi faire une similitude entre des déclarations de chefs traditionnels qui interpellent le gouvernement sur des problèmes pertinents qui existent et les positions prises par un leader politique et insister sur ses origines? Vous savez, le MRC qui est représenté sur ce plateau à travers Maître Djeou, mais aussi à travers Edmond Kamgia, ils sont deux sur ce plateau et ils sont complémentaires d'ailleurs. Lorsque l'un et l'autre prennent la parole, c'est dans le cadre d'une complémentarité. Je voudrais pas faire la morale à Edmond, mais je voudrais tout de même lui dire qu'un consultant, un rédacteur en chef doit être pas trop partisan. Il est tellement coloré que vraiment tous les dimanches, il se confond à un membre du MRC. Et ce MRC qui demande donc si le ministre, le très grand ministre de l'administration territoriale Atangandji,
peut s'agresser comme ça au fond. C'est ce même MRC qui ne dit rien lorsque des terroristes dans les régions du Nozo en Bastille s'échauffent, brûlent les résidents des chefs. Vous savez que le premier ministre camerounais est un chef traditionnel. Ils sont allés brûler sa maison. Je n'ai pas vu cette montée de boucliers. C'est quand même un chef dans ces régions qui a été malmené par ces populations. On ne peut pas vouloir ici faire du 2 poids 2 mesures. Vous savez, moi, j'ai l'avantage sur les autres. Peut-être que je n'en sais rien, parce que moi, je suis directement issu d'une dynastie chefale, parce que mon arrière-grand-père, Mbouta Tchamanam, était un chef supérieur qui commandait près de 100 villages. Mon grand-père, Zamboutou Laurent, chef supérieur, mon père. Après mon père, actuellement, mon frère aîné, il est chef de 2e degré. Donc, j'ai vécu dans la chefferie depuis mon temps d'enfance. Et je veux vous dire que le comportement des chefs au sud est cadre avec les exigences de la loi. Parce que le chef, que les gens le veulent ou pas, est nommé par un acte administratif. Le chef, c'est-à-dire c'est soit un arrêté préfectoral, soit un arrêté du ministre de l'administration territoriale ou du premier ministre. Donc le chef est nommé par un acte administratif. Alors, et les actes administratifs, on peut les contester. On peut. Mais vous citez les chefs dans la région du Sud. On en a vu des chefs traditionnels qui ont posé des barricades sur la voie publique dans la région du Sud pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous sommes en train de parler des chefs traditionnels. Je suis en train de vous dire. Je vous en prie, pour qu'on revienne sur la question de fond, parce que vous avez indiqué tout à l'heure que lorsque des panélistes partagent un point de vue, forcément ils appartiennent à une même formation politique. Pourquoi le ministre de l'administration territoriale reproche aux chefs traditionnels de l'Ouest d'avoir pris des positions similaires à celles d'un leader d'une formation politique et insister sur ses origines? Pourtant, les problèmes qui sont posés sont des problèmes posés par tous les Camerounais et des problèmes connus de tous. Qu'est-ce qui explique cette analyse comparative faite par le ministre? Cédric, est-ce que vous pouvez me laisser développer comme les autres développent? Pour répondre à une question qui est purement contextuelle au Cameroun, M. Edmond Kamdia est parfois allé évoquer la reine d'Angleterre, d'autres sont allés aux États-Unis et partout, mais vous ne les avez pas empêchés. Laissez-moi, parce que quand vous ne me permettez pas de dérouler, après vous m'embrouillez, tout ce que j'ai pensé dire s'envole. Alors, si les autres prennent l'entonnoir pour répondre à la question, permettez-moi aussi d'emprunter la méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire j'élargis et puis je vais revenir maintenant vers votre réponse. Je crois que c'est plus indiqué comme ça. Je suis déjà pratiquement seul contre toi. Si vous me prenez encore le temps minimum qui m'est confié, ça devient un problème. Vous avez largement du temps, je vous en prie, Joseph René, pour répondre à la préoccupation. J'étais donc en train de dire que la chefferie traditionnelle, il n'y a pas du 2 poids 2 mesures. Tous les chefs traditionnels au Cameroun, que vous soyez du nord, de l'est, de l'ouest, de l'extrême nord, de partout, c'est la même loi qui encadre la chefferie traditionnelle au Cameroun. Voilà, et cette loi indique à suffire que le chef traditionnel au Cameroun est un auxiliaire de l'administration, aide l'administration dans ses missions. Et lorsque vous êtes une partie intégrante de l'administration, vous devez d'abord commencer par jouer le jeu de l'administration. Vous êtes donc à ce niveau astreint au droit de réserve. D'autres ne peuvent pas l'accepter. Et j'étais en train de vous dire que à partir du moment même où le chef est nommé, est désigné par un arrêté préfectoral, un arrêté du ministre, du premier ministre, ou bien un arrêté du ministre de l'administration territoriale, cela voudrait dire fondamentalement que de la même manière qu'il est désigné, il peut être aussi destitué de la même manière. Et forcément, sur le plan légal, le gouvernement, à travers des représentants qui désignent donc ces chefs, a une primauté sur le chef traditionnel. Maintenant, est-ce que le rôle du chef traditionnel, c'est de faire des opinions politiques? On ne peut pas empêcher un Camerounais de faire des opinions politiques. Mais ce que le ministre voudrait, c'est que des chefs, parce qu'ils ont des chefs d'une communauté, au lieu de vouloir tout ramasser dans l'ensemble du pays, qu'ils retournent d'abord au sein de leur communauté
pour leur apprendre des choses qui peuvent leur apporter le mieux-être. Par exemple, donc, l'agriculture, qu'ils arrangent les conflits qu'il y a dans les communautés. Parce que vous savez que, même s'il faut évoquer le problème foncier, comme Mekrindiou a dit là, il y a des problèmes fonciers qui sont résolus à la base au niveau des chefferies et où des gens trouvent des compromis. Et la communauté accepte ces décisions de chefferie. Les gens vivent dans la paix. Joseph, René, pour qu'on vous comprenne bien, vous demandez à Chief Joseph Dion-Ngouté, Premier ministre, chef traditionnel, de laisser la politique, de laisser le gouvernement et de retourner d'abord s'occuper de sa communauté. Vous demandez au secrétaire d'État en charge des pandémies au ministère de la Santé de laisser ce département ministériel, de retourner à Garoua, de pouvoir faire l'agriculture. Pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il y a au Cameroun certains chefs traditionnels qui ont le droit d'avoir des opinions politiques favorables au gouvernement et d'autres qui n'ont pas le droit lorsque ces opinions politiques sont critiques, sont jugées critiques à l'encontre du gouvernement? Je suis en train de vous dire, sauf si vous voulez faire semblant, que lorsque vous évoquez le Premier ministre, il a une double casquette. Il a une casquette de Premier ministre, chef du gouvernement, et une casquette de chef traditionnel. Alors, lorsque le Premier ministre va s'agresser au gouvernement en tant que chef traditionnel, on pourra ensemble évaluer ses propos et dire s'il n'est pas sorti du cadre d'un chef traditionnel. Vous ne pouvez pas dire qu'un ministre qui est à la fois chef traditionnel, qu'à chaque fois qu'il prendra parole, il le prend d'abord en tant que chef traditionnel. Il y a des prises de parole du Premier ministre lorsqu'il se retrouve au sein de sa communauté. En tant que Premier ministre, il rentre souvent dans la communauté où il est chef. Prendre parole, s'exprimer là-bas, en cas de ces populations, des populations qui sont sous son commandement traditionnel. Et là, s'il dit des choses qui vont contre le gouvernement, on peut aisément maintenant le prendre à partie. Mais je voudrais dire qu'un chef doit d'abord accompagner le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il est auxiliaire de l'administration, qui est la grande technostructure de ce gouvernement. Mais nulle part il est écrit dans la loi qu'un chef traditionnel doit accompagner le gouvernement, même si le gouvernement pose des actes qui peuvent être jugés ne pas être en adéquation avec les attentes des populations. Un chef traditionnel peut être libre, selon la Constitution, de pouvoir donner son point de vue. Pourquoi penser que auxiliaire de l'administration signifie accompagner le gouvernement? Vous savez, Cédric, vous faites comme si le gouvernement n'est pas justiciable. Le gouvernement est justiciable. Le gouvernement, lorsqu'il pose des actes qui ne concourent pas aux intérêts des Camerounais ou bien qui créent des grèves négatives aux populations camerounaises ou bien aux communautés camerounaises, peut être attaqué en justice. Et moi, je pense que au lieu que des gens passent le temps à faire des bavardages, parfois dans les radios de télévision, au quartier et tout, chaque fois qu'ils prennent le gouvernement à défaut, qu'ils aillent saisir le juge. On a une justice qui est là pour ça. Ils saisissent le juge. Il y a beaucoup de jugements qui ont été pris dans nos tribunaux qui reviennent sur les actes que les membres du gouvernement prennent. Éduquer les Camerounais au lieu de faire du tapage qui peut entraîner des soulèvements et tout, allez saisir le juge. Le préfet de Douala peut prendre un acte aujourd'hui que Maître Kaka n'accepte pas, le préfet du Vouri. Mais Maître Kaka a la liberté de saisir le juge et cet acte sera tout de suite annulé si cet acte est convaincu d'avoir été pris soit par un excès de pouvoir. Il y a beaucoup de moyens pour lesquels on peut annuler un acte administratif. Mais le chef est un auxiliaire de l'administration. Il doit rester dans la ligne hiérarchique de cette administration, dans cette intégration verticale de l'administration, qui voudrait qu'il y a le président de la République, le gouvernement et les chefferies traditionnelles. Tout ça forme un ensemble. De la même manière que le ministre de la République est astreint en droit de réserve, qu'un fonctionnaire astreint en droit de réserve. Le chef est aussi astreint à ce droit de réserve. Et on ne peut pas faire la comparaison entre les avocats et les chefs, comme j'ai entendu là tout à l'heure. Parce que Maître Kaka dit, je ne sais pas si c'est Diéou qui a dit que les avocats sont aussi les auxiliaires de justice. Ce n'est pas la même chose. Les chefs traditionnels au Cameroun émargent dans le budget de la République.
Voilà, ils sont payés. Hein? Et ils sont payés pourquoi? Parce qu'ils assistent l'administration. Donc, ne serait-ce que sur la base de cela, il y a une dissociation qu'on ne peut plus faire entre l'autorité du chef comme purement traditionnel et chef comme auxiliaire de l'administration. Bon, maintenant, les populations de l'Ouest semblent être plus indignées par ce qu'ils appellent un mauvais comportement du ministre Kennedy, tout simplement parce que les chefs de l'Ouest, ils sont caractérisés par une forme de rituel et une forme d'embassement des populations par des pratiques parfois qui sont souvent des pratiques obscures. Il semble qu'à l'Ouest, on ne parle pas un chef n'importe comment, sinon il peut vous maudire, il peut vous faire des choses et d'autres. Et ils pensent que cela revient à dire que si ils le prennent donc par ces faits comme des êtres exceptionnels qui peuvent avoir le droit de vie ou de bien-être sur les populations de sa communauté, ils pensent qu'ils doivent étendre ça à tout le Cameroun. Il faut que les chefs, que vous soyez un chef de l'Ouest, du Nord, que vous respectez l'administration, que vous respectez le Premier ministre, qui a pris l'acte qui vous a désigné. C'est le Premier ministre, c'est le ministre de l'administration territoriale, c'est le préfet qui prend les actes qui désignent ces chefs. Et je dis que de la même manière, ces autorités administratives peuvent prendre des actes pour les destituer. Alors, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas vous penser que vous allez les mettre sur la même balance. Moi, je pense que le ministre Atangandji, que je soutiens fermement, a bien fait de donner ces cartons rouges à ces chefs indélicats. Carton jaune. Carton jaune à ces chefs. Pour l'instant, mais bon. Carton jaune à ces chefs indélicats. Et je pense que, puisqu'ils sont déjà avertis, lorsqu'on a averti une fois, deux fois d'un carton jaune, peut-être que ça sera le carton rouge. Il faudra peut-être destituer dans l'avenir ces chefs qui amènent le trouble au sein de la population camerounaise. Après vous, Joseph René, Maître Roland Dioux, ce militant du RDPC favorable à la destitution des chefs indélicats, dit-il, il insiste sur la hiérarchie supérieure de l'administration territoriale sur les chefs traditionnels. Que pensez-vous de son point de vue? D'abord, je convoque deux images qu'il a convoquées lui-même. Il a présenté la figure de la chefferie traditionnelle dans le sud profond d'où il vient, et il a comparé à la figure de la chefferie traditionnelle dans les régions de l'Ouest. Et je prends pour mon compte ce qu'il a lui-même dit. Si on est d'accord qu'on ne peut pas étendre la conception de la chefferie traditionnelle telle que cela est vécu à l'Ouest à l'ensemble du pays, il devrait logiquement être d'accord avec moi pour ne pas aussi lui étendre la conception de la chefferie traditionnelle comme c'est conçu dans le Sud à l'ensemble du pays. Si certaines communautés considèrent que la chefferie traditionnelle peut être banalisée et que cela est traditionnel, soit. Mais cela ne devrait pas non plus être étendu à l'ensemble du pays. Je crois que c'est une question de logique. Mais pour revenir à des éléments beaucoup plus techniques de ce qu'il a dit, qui parfois m'ont hérissé le poil, parce qu'il est quand même un peu délicat de manipuler des concepts de manière un peu approximative. Premièrement, ce n'est pas parce que vous avez été désigné par une autorité que vous lui êtes soumise. À titre de droit comparé, le président des États-Unis désigne les juges à la Cour suprême. C'est un acte qui relève de son impérium, désigner un juge à la Cour suprême. Pourquoi vous allez toujours aux États-Unis et partout? Restons au Cameroun. Restons au Cameroun. Je vous en prie, Joseph René, il a la parole. Ce n'est pas ma faute si votre esprit est étriqué, M. Mboutouzé, et vous n'allez pas m'imposer, même ici, le choix de mes arguments. Si cela vous fait souffrir tant que ça, que je convoque les arguments qui sont les miens, vous n'avez qu'à faire le vide, à considérer qu'il n'y a personne autour de vous sur ce plateau et ça vous aidera à faire passer la pilule. Ce que je disais donc, et j'étais en train de vous indiquer, d'ailleurs, sachez que les principes du droit, ils ne s'inventent pas. On les comprend en les comparant. On les comprend en les confrontant.
mais j'imagine que c'est une formation que vous n'avez probablement pas assez assimilée. Je disais que l'autorité qui vous nomme n'est pas de ce fait-là, de ce seul fait, investie de l'autorité ou de la hiérarchie que vous invoquez, parce que comme je le disais, le président des États-Unis, certes, nomme les juges à la Cour suprême, mais il n'est pas pour autant leur supérieur hiérarchique. Et comme vous aimez les exemples camerounais, le président du Conseil constitutionnel camerounais est nommé par le président de la République. Vous voulez me dire que ça fait de lui le subordonné du président de la République? Si c'est le cas, on comprend pourquoi vous avez une difficulté à comprendre ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Vous avez une difficulté à comprendre qu'on peut être désigné par une autorité et ne pas être son subordonné. C'est possible. L'Assemblée nationale, les députés perçoivent des revenus, on va dire des salaires, parce que votre deuxième critériologie tendait à démontrer que le fait qu'ils sont payés par l'État veut dire qu'ils sont les employés de l'État et donc les subordonnés de l'État. Oui. C'est moi qui le dis. Ce sont les auxiliaires de l'administration. Monsieur Mboutouzé, définitivement, vous avez regardez la loi de 1967 que Maître Kaka. Vous avez la difficulté à supporter la contradiction. D'ailleurs, tout à l'heure, vous vous inquiétiez du fait que les autres panélistes parlaient beaucoup. Tout à l'heure, on a assisté à un dialogue entre le présentateur et vous. Cela n'a offusqué personne. Vous n'avez même pas eu la décence de remarquer que vous avez eu le temps de vous exprimer, d'être relancé, de dire les choses aussi bien selon la méthode entonnoir que vous avez convoquée et même l'entonnoir renversé. Vous avez eu le temps de faire tout ça. Mais maintenant que l'on veut placer un seul petit mot, vous tombez à bras raccourcis sur les gens et vous vous plaindrez après qu'on parle longtemps. Laissez-moi parler et vous aurez le temps de réagir par la suite. Souffrez et comme vous soutenez M. Atangandi, montrez-lui le bon exemple. Essayez de lui montrer comment est-ce qu'on se comporte en société quand on est civilisé. Je crois que ça va beaucoup l'aider. Donc, j'étais en train de vous dire que vous avez convoqué comme deuxième critère pour expliquer votre prétendue subordination du chef à l'autorité administrative, le fait qu'il perçoive des salaires. Au moment où j'étais en train de démonter cet argumentaire-là aussi, vous m'avez interrompu, mais je vous indiquais que ça veut dire dans ce cas que les députés à l'Assemblée nationale et les juges à la Cour suprême sont aussi subordonnés au chef de l'État ou au président de la République, dans la mesure où eux aussi perçoivent des salaires pour les travaux, pour le travail qu'ils font. Donc arrêtez ça, M. Mboutouzé. De trois, prenez même la langue française. Quand on dit l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, ça veut dire qu'on utilise deux verbes. L'auxiliaire est lui-même un verbe et il est utilisé avec un deuxième verbe. Dites-moi des deux verbes lequel est le subordonné de l'autre. S'il faut regarder dans cette logique, je crois que c'est le verbe qui est utilisé avec l'auxiliaire qui est subordonné parce qu'il s'accorde parfois en genre et en nombre. Donc, arrêtez d'enfumer les gens avec des logiques que vous ne percevez pas bien vous-même. Non, c'est vous qui enfumez avec Troisième chose. Des exemples ramassés. Troisième chose. Vous ne vous êtes pas assez départis des carcans de l'État colonial et post-colonial. Vous considérez encore que l'opinion divergente est une infraction pénale. À l'époque, ça s'appelait la subversion. Cela est disparu du code pénal, certes, mais il n'a pas disparu de vos esprits et de l'esprit des administrateurs de ce pays. Du coup, chaque fois qu'une posture publique vous semble inappropriée à votre goût, encore que vous n'avez, vous aussi, que la même liberté d'opinion que les autres peuvent utiliser, vous tombez tout de suite à vous répondez à la question. Vous répondez à la question, nous faites ou bien vous faites la critique. Joseph René, je vous en prie, permettez qu'il répondez à la question. Permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on comprenne le sens de ses propos. Voilà, je comprends. C'est extraordinaire. Maître Roland, vous avez la parole. Donc, son débat aujourd'hui, c'est... Joseph René, je vous en prie, respectez son temps de parole puisque vous avez réagi tout à l'heure. Oui, c'est vrai que reposez-lui les questions qu'on vous... Je reste le modérateur de ce plateau. Okay. Vous respectez ma manière de diriger ce plateau. Merci, Joseph René. Roland, vous avez la parole. Pour votre compréhension, M. Noufélé, je crois que le comportement de M. Mboutouzé, c'est exactement celui qu'il a vis-à-vis de l'administration. Il estime que vous êtes son auxiliaire.
il se croit obligé de vous demander de me poser les questions comme lui il entend. Les téléspectateurs vont apprécier. C'est qu'une question de culture, c'est une question de mentalité. Ça lui est chevillé au corps, il n'y peut rien, il est obligé de fonctionner comme ça, c'est son système, c'est son logiciel. J'étais donc en train de vous Monsieur, le troisième point, pour qu'on permette à d'autres de réagir. J'étais en train de dire, bon, mais c'est pas de ma faute si j'ai été interrompu, c'est pas de ma faute si je suis obligé de me répéter. Allez-y, Roland, vous avez la parole, allez-y. Et donc, j'étais en train de dire que ce logiciel de la subversion est encore en place dans la technostructure de l'administration camerounaise qui croit devoir censurer et mater, parce que j'ai entendu M. Moutouzé utiliser le mot mater tout à l'heure. On mate quoi au fond? On mate simplement l'opinion divergente. On mate l'expression de la pensée qui, selon les tenants du régime répressif actuel, est contraire à leurs aspirations. Et cela va tout de suite devenir, selon leur propre thème, la déstabilisation et d'autres choses. Je veux également souligner un point. Il ne faut jamais donner l'impression que tradition et modernité, mieux, tradition et démocratie sont incompatibles. D'ailleurs, l'exemple de la Grande-Bretagne nous montre clairement que l'on peut, tout en gardant fermement les acquis de la tradition, avoir une société complètement démocratique. Et je termine en rappelant que M. Moutouzé tout à l'heure a fait un schéma de ce qu'il entend par hiérarchie. Il a dit le président de la République, le Premier ministre, l'autorité administrative, les chefs. La logique voudrait qu'on ajoute au bas de l'échelle, selon lui, le citoyen. C'est-à-dire que franchement, finalement, dans sa logique verticale, le citoyen est celui qu'on écrase. Mais il a aussi convoqué une sorte de dédoublement de personnalité quand vous lui avez demandé quand serait-il donc si on veut appliquer la même logique au monsieur le Premier ministre ou à monsieur tel ministre qui est par ailleurs chef chez lui. Il vous a dit non, quand il est sous sa casquette de chef traditionnel, on voit ce qu'il dit, on peut voir s'il y a des choses à lui reprocher. Maintenant, quand il est sous sa casquette de président, de Premier ministre, etc., on voit ce qu'il a fait. Ce dédoublement de personnalité, M. Moutouzé, je vous l'emprunte. Et je vous dis que cela peut également s'appliquer quand on est sous la casquette de citoyen. Et cette fois-là, quand on est sous la casquette de citoyen, la hiérarchie que vous avez indiquée à quelqu'un au sommet, c'est le citoyen. Il est donc inconcevable que vous soyez dans un pays où le subordonné, l'auxiliaire, prétend indiquer à son patron ce qu'il doit dire, ce qu'il doit penser, avec qui il doit se réunir, les termes qu'il doit utiliser, les mots, etc. C'est une pratique des satrapies occidentales du Moyen-Âge que vous avez importée en Afrique. Vous avez mis les vêtements de la démocratie, ce que le professeur Achille Mbembe appelle, fort à propos du reste, la démocrature, et vous essayez de vendre ça aux Camerounais au 21e siècle, en 2021. Ça ne passera plus, M. Moutouzé. Et ces problèmes entre les autorités traditionnelles et les autorités administratives se posent au moment où le Cameroun célèbre les 25 ans de mise en œuvre de la Constitution qui a été adoptée en janvier 1996. Edmond Kambia, 25 ans de mise en œuvre de la Constitution au Cameroun, avec un rythme qui a été critiqué par l'opposition, mais plutôt apprécié par le pouvoir, estimant qu'il fallait aller pas à pas. Lorsque vous observez les multiples crises qui secouent le Cameroun, est-ce qu'elles sont liées au rythme de mise en œuvre de la Constitution et aux manœuvres faites pour instaurer l'état de droit qui était la lame de fond de la Constitution du Cameroun? Je nous fais avant de répondre à cette question, je voudrais dire quand même un dernier mot sur le thème précédent, parce que j'ai même en plus été interpellé par M. Moutouzé, qui rentre dans le même disque rayé de tous les communicants politiques du RDPC lorsqu'ils arrivent sur ce plateau et m'attribuent la casquette d'une formation politique pour laquelle je ne suis pas adhérent du tout. C'est une inexactitude. Je n'en dirai pas plus. Je suis consultant sur plateau, je ne suis militant d'aucune formation politique. De deux, je voudrais dire que, en ce qui concerne l'allusion ou l'affirmation faite par le ministre de l'administration territoriale, qui invite les chefs de l'Ouest à ne pas s'intéresser à la politique, à s'intéresser seulement à l'agriculture, je l'interpelle au moins sur une ou deux choses. Est-ce qu'il voudrait dire que l'amido de Rebouba
Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, vice-président du Sénat, doit quitter le Sénat, rentrer, n'est-ce pas, dans son lamida et ne faire que l'agriculture. Est-ce que cela signifie que Sa Majesté le roi de Bamoun, Ibrahim Bobon-Dioua, doit quitter le Sénat, ou les membres du bureau également, quitter la politique, ou les membres du bureau politique du RDPC et ne faire que l'agriculture? Chief John Gouté. Est-ce que cela signifie que le Premier ministre chef du gouvernement, Chief John Gouté, doit cesser de faire la politique, c'est-à-dire démissionner même de ses fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, puisqu'il s'agit éminemment d'une fonction politique, quitter le RDPC et aller faire l'agriculture, n'est-ce pas, dans son village? Est-ce que cela signifierait que le secrétaire national à la communication du RDPC, n'est-ce pas, le professeur Jacques Famdongo, Voilà, en Colando. doit rentrer en Colando, faire l'agriculture dans sa chefferie et quitter ses fonctions politiques? Et le nom Guy alors? Et vraiment, je dois clôturer parce qu'ils sont très nombreux dans le gouvernement, qui sont chefs traditionnels, mais pour ne pas en dire davantage, restons sur le Nomgui des Nomgui, chef des chefs, Paul Biya. Il doit ne plus s'intéresser à la politique et faire uniquement l'agriculture. Les implications de cette affirmation signifieraient que Paul Biya doit démissionner de ses fonctions de président de la République, démissionner de ses fonctions de président national du RDPC et rentrer en Vomeka, cultiver la terre, faire uniquement l'agriculture. Voilà les implications de l'affirmation du ministre de l'administration territoriale. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ou alors, ça c'est le premier volet de mon constat. Ou alors cela signifierait tout simplement que tant qu'on est chef traditionnel, et qu'on fait de la politique qui ne va pas dans le sens du RDPC ou qui n'est pas en harmonie avec le pouvoir, là, on doit ne plus faire la politique parce qu'on critique le gouvernement, parce qu'on tient des propos qui ressemblent étrangement, et monsieur Atangandil a dit, des propos qui ressemblent étrangement aux documents, au projet de société d'un leader d'une formation politique originaire de l'Ouest. Et je dois ici, et sur ce point précis, dire qu'il n'a pas cité ce leader de l'opposition originaire de la région de l'Ouest. En fait, il veut parler de Maurice Kamto. Je dois dire ici même, sur cette affirmation, qui, je l'affirme, est tribaliste, que Paul Biya même a du respect pour le professeur Maurice Kamto. Parce que lors de son discours du 31 décembre, même en critiquant le professeur Maurice Kamto, et je crois dans sa posture, non pas du président de la République, mais du président national du RDPC, il n'a pas cité Maurice Kamto, mais il a parlé de Maurice Kamto en termes de personnalité. C'est du respect. Paul Biya a du respect quand même pour ses contradicteurs politiques. Mais le ministre Atangandil dit il n'a ni respect pour les chefs, ni respect pour les hommes politiques, ni respect pour personne. Ni bonne manière. C'est indécent. Vous prenez. C'est une mauvaise image pour le Cameroun. C'est une mauvaise image pour. Vous prenez un temps aussi précis pour faire du dilatoire, Edmond. Monsieur Boutouze, vous permettrez enfin que des copanélistes puissent parler sans que vous puissiez les interrompre. Dilatoire, monsieur Edmond Kamgia. Edmond Kamgia a la parole, je vais répondre à la question. Tout à l'heure. Je vous en prie, je vous en prie. Auxiliaires. Il a la parole, Edmond Kamgia. Oui, maintenant je réponds à la question de fond. C'était important de rappeler tout ce que j'ai dit, parce que les téléspectateurs nous suivent avec attention. Et il souhaite qu'on apporte toutes les précisions aux interpellations ou aux accusations formulées. Maintenant, sur la question de la Constitution, 25 ans après, s'il fallait faire un bilan, je tiens à dire, avant de faire cette esquisse de bilan, que le contexte dans lequel nous avons obtenu au Cameroun la Constitution du 18 janvier 1996, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en décembre 1995, est celui qui remontait au débat de la tripartite en octobre-novembre 1991, qui visait à apaiser, à faire en sorte que les villes mortes au Cameroun cessent. 6-7 mois de villes mortes, avec l'équivalent de ce que nous connaissons en zone anglophone, des lockdowns et tout, il y avait, c'est-à-dire que sur 7 jours de la semaine, il n'y avait que le week-end pour faire le ravitaillement. De lundi à vendredi, c'était ville morte. Et il y avait des conséquences sur le plan financier
au niveau des recettes qui n'arrivaient plus. Et quand il y a eu la rencontre tripartite, l'une des commissions qui a été créée, c'était la commission technique chargée de la réforme constitutionnelle. C'est une chose que l'opposition à l'époque a acquise de haute lutte. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une comité technique qui réfléchisse sur des réformes à faire sur la constitution de 1972. Et lorsque il y a eu, et le chef de l'État l'avait permis en son temps, il avait créé un comité national, un comité qui visait à réformer la constitution, qui avait été présidé par Joseph Orna, qui demandait que les Camerounais puissent envoyer toutes les propositions possibles, y compris par mail, par fax et autres. Et il me souvient que au lendemain de ces rencontres à la tripartite, où des personnalités fortes des régions du nord-ouest et sud-ouest étaient encore présentes, je pense à Tandé Mouna, Djongo Foncha, et beaucoup comme Albert Moukon et autres qui étaient encore là, qui souhaitaient le retour au fédéralisme. Pourquoi je le rappelle, qui souhaitaient beaucoup de nos frères, et notamment des élites anglophones de l'époque, souhaitaient le retour au fédéralisme. Et il y a même eu une proposition de constitution fédérale en son temps, mais qui avait été rejetée par la commission OONA. Mais pour garder l'esprit de l'apaisement au terme de la réforme, de la synthèse des textes qui avaient été adoptés, il en est sorti la nécessité de mettre sur pied une constitution qui serait un compromis entre les partisans du fédéralisme et les partisans de la République unitaire centralisée. C'est pour cela qu'on est parvenu à adopter une constitution. Je préfère la formule qui a été utilisée, la révision, c'est-à-dire un texte qui porte révision de la constitution de 72, qui fait en sorte qu'on est passé de l'État unitaire centralisé à la République unitaire décentralisée. C'était un compromis provisoire qu'on devait évaluer avec le temps et voir si on a suffisamment évolué et préservé des acquis qui permettent soit de passer au fédéralisme, soit de continuer encore en vue d'une amélioration avant que d'évaluer. C'est pour dire que la constitution actuelle, s'il fallait faire un bilan, c'est d'abord par rapport à ces attentes-là, à ce qui avait été décidé. Est-ce que cette constitution d'abord a été véritablement appliquée? La réponse est non. En ce qui concerne la question de fond, la décentralisation, la constitution n'a pas été appliquée sur le point de la décentralisation, malgré le fait que c'est dans les dernières années, c'est-à-dire c'est dans la 22e, 23e ou 25e année, sous la pression de la société civile, sous la pression des partis de l'opposition, qu'on essaie de mettre sur pied le Sénat, et de la crise anglophone, qu'on essaie de mettre le Sénat, qu'on a essayé de mettre des nouvelles institutions. Et je tiens à préciser que toutes les nouvelles institutions n'ont pas été mises en place, contrairement à ce que l'on pense. Les régionales ne permettent pas de dire que toutes les institutions annoncées ont été mises en place. Non. Il y a la haute cour de justice qui n'a jamais été mise en place. Il y a l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens qui n'a jamais été mise en place. En tout cas, la commission de réception des déclarations des avoirs n'a jamais été mise en œuvre. Justement, 25 ans après la Constitution du 18 janvier 1996, Maître Simon-Serge Kakar, le Cameroun fait face à une crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Y a-t-il un lien entre cette crise dans ces régions anglophones et la mise en œuvre de cette constitution qui était censée régler ces problèmes venant de ces régions anglophones qui s'étaient déjà exprimés sous l'ère Ahidjo et même sous l'ère Biya? Bon, c'est dit que je veux vous dire quelque chose de très très honnête. Lorsque vous me posez la question de savoir s'il y a un lien étroit entre l'actuelle crise du Nozo et l'échec de la Constitution de 1996, je veux vous dire oui, de manière péremptoire. Parce qu'en réalité, je ne veux pas revenir sur les détails techniques que Edmond Kamgi a développé tout à l'heure, mais je veux quand même faire observer que la motivation fondamentale de la révision de la Constitution
de 1996 qui a abouti à l'adoption de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 était en fait de permettre aux populations de participer à l'implémentation de la politique qui allait conduire à la gestion de leur destin. C'est ça qu'on appelait la décentralisation. C'était l'objectif en réalité. Donc il fallait sortir des exigences et des pesanteurs de l'État unitaire centralisé. Parce qu'en réalité, lorsque nous restons dans une posture unitaire décentralisée, toutes les décisions se prennent à Yaoundé et concernent les régions sur lesquelles les décideurs ne maîtrisent pas les réalités. Donc il fallait permettre maintenant aux autorités, des autorités locales et aux populations de prendre en main leur destin. Donc c'était l'objectif. Maintenant il se passe que lorsque nous faisons le bilan 25 ans après, il ressort clairement qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions du point de vue visuel, du point de vue théorique. Mais sur le fond, il n'y a pas eu d'évolution. Je vous donne un petit cliché. Nous sommes ici dans la ville de Douala. Il y a par exemple les questions foncières qui sont en train de menacer profondément le vivre ensemble à Douala. En réalité, toutes les décisions concernant, par exemple, les procédures d'immatriculation, c'est le ministre des domaines du cadre des affaires foncières qui prend les décisions à Yaoundé. Si vous allez dans certaines zones de la ville, vous allez voir qu'il y a une tension en ce moment entre les bénéficiaires des titres fonciers sur, par exemple, 200 hectares. Il y en a qui ont aussi dans cette ville 200 hectares de terrain, 500 hectares de terrain dans une ville comme Douala. Mais en réalité, c'est parce que la décision a été prise à Yaoundé. Les décisions concernant ce qu'on appelle les immatriculations directes. Or, si effectivement la décentralisation avait fonctionné, les décisions concernant les titres fonciers, les décisions concernant les procédures d'immatriculation directe auraient pu être gérées directement par les autorités locales. Parce que lorsque vous êtes à Yaoundé et que quelqu'un vient solliciter un titre foncier sur 500 hectares à Douala, vous ne connaissez pas la situation du terrain, il demande l'immatriculation directe. Tout le monde sait que, je passe sur le contrôle de mon confrère, la condition sine qua non en matière d'immatriculation directe, c'est de rapporter la preuve que vous qui demandez l'immatriculation directe, vous avez mis en valeur les terres. Or, ce n'est que l'autorité locale, celui qui travaille à Douala, qui peut vérifier cela. Donc l'autorité de proximité. Mais il se passe qu'ici, quelqu'un introduit une procédure à Yaoundé. À Yaoundé, il y a des démarches qui sont faites et finalement, le ministre instruit ses autorités compétentes territorialement de sortir le titre foncier. Alors que la personne qui a demandé le titre foncier n'a jamais rapporté la preuve d'une quelconque occupation ou exploitation des terres sur lesquelles demande l'immatriculation. C'est des petits exemples pour vous dire que la décentralisation n'a pas marché. Et il y a beaucoup de questions comme ça. Par exemple, quand vous prenez une question comme la gestion des ordures ménagères, on continue à vous dire que non, c'est Isaac Kam qui gère, ils doivent quand même attendre les factures qui doivent être réglées au ministère des Finances. Alors qu'une question comme la gestion des ordures ménagères aurait dû être gérée par les mairies directement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution. Donc je vous donne ce petit cliché pour comprendre que l'objectif fondamental qui avait été recherché en 1996, c'est-à-dire la décentralisation. Ça veut dire la responsabilisation des populations locales. Ça veut dire l'implémentation de la gouvernance locale. Cet objectif n'a pas été atteint. Donc, de mon point de vue, il y a encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, je vais chuter sur un point qui me semble fondamental. Parce que tout à l'heure, je reviens un peu, juste une parenthèse sur la question tout à l'heure, parce que j'ai suivi mon ami Joseph René. Toujours moi. Oui, en fait, c'est toi le défenseur de choses inadmissibles. C'est de ça qu'il est question. Il est aussi du MRC. Je ne suis pas du MRC, mais j'ai l'honnêteté de reconnaître que M. Joseph René Boutouzé sur ce plateau s'impose comme un défenseur de choses inacceptables, inadmissibles dans une république. Parce que tout à l'heure, il a semblé vous dire que le ministre de l'administration territoriale, parce que c'est lui qui a nommé le chef, a également le pouvoir de destituer le chef. Je dis c'est une grosse incongruité. Peut-être vous le faites dans votre système, mais c'est une incongruité parce qu'en réalité, il faut que vous compreniez, le pouvoir de nomination
dont dispose le ministre en matière de désignation des chefs traditionnels est l'aboutissement d'un processus. Tout à fait. C'est les populations elles-mêmes, en général, et les notables de la chefferie en particulier, qui choisissent leur chef. Et le ministre Et ils transmettent le dossier au ministre de l'administration territoriale. Homologation. Entériné. C'est ça qui est la question. Donc le pouvoir de nomination dont on parle ici, c'est en fait un pouvoir d'entériné. Maître, qualifiez-moi un arrêté sur le plan du droit administratif. Un arrêté, c'est quoi? Non. Autant que je puisse. Un arrêté, c'est quoi? Je vous en prie, je vous donne la parole. Vous allez réagir. Il m'a interpellé. Vous allez réagir à la suite de ces propos. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas Oui, maître Simon Serge Kata. Autant que puis le savoir, je ne vous ai jamais interrompu. Non, Je pense que quand nous sommes ici sur un plateau sérieux comme celui-ci, il faut être dans une posture républicaine. Sérieux. Et la posture républicaine commande Quand d'abord. vous parlez à côté de vous, vous ne voulez pas qu'il vous interrompe parce qu'il vous complète. Ne me faites pas perdre le fil. Soyons sérieux. Je suis en train de dire quelque chose de très. Parce que c'est ce que vous développez. Quand Maître Ndjé vous parle à côté, vous ne dites pas qu'il vous interrompt parce qu'il vous complète. Mais quand je parle, vous trouvez qu'il n'en a pas le droit. À un moment, il parle aussi à vous. Est-ce qu'il n'en a pas le droit? Maître Simon Serge Kata, vous avez la parole. Je vais revenir. Je vais revenir sur une disposition qui me semble fondamentale. Oui. Parce que vous êtes revenu sur cette disposition. Lorsque la loi de 77, article 10, dit que les missions des chefs traditionnels est de seconder, c'est le verbe qui est utilisé par la loi, de seconder les autorités administratives dans leur mission d'encadrement des populations. Que ça veut dire en d'autres termes? Faisons ce qu'on appelle une interprétation téléologique. Ça veut dire l'objectif recherché. On vous dit, Vous secondez. seconder. Et quand vous secondez quelqu'un, vous devez aller contre lui. Vous devez aller contre la personne que vous secondez. Une chose, première chose, cela veut dire que l'autorité administrative ou alors le chef traditionnel est le relais de l'administration au niveau de sa chefferie. Le relais de... S'il vous plaît. De la... Non, mais alors, il faut que les Camerounais comprennent. Vous-même, vous dites le relais de l'administration. Mais ils ne vont pas comprendre si vous êtes en train de l'interrompre, je vous en prie. Maître Kaka, allez-y, je. Je dis, il faut que les gens comprennent. C'est très important. Première chose, le chef traditionnel est le relais de l'administration. Ça veut dire qu'il porte les doléances de l'administration ou bien les instructions de l'administration. Il porte ça à la connaissance de ces populations. Voilà. En retour, il porte les doléances des populations, il porte à la connaissance des autorités. Pour lui, le mot relais ne peut pas aller dans les deux sens. Deuxième chose maintenant, cela veut dire que le chef traditionnel qui est auxiliaire comme moi, avocat, parce qu'avocat que je suis, je porte les procédures à la connaissance du juge. Et quand le juge doit rendre la décision, j'ai le pouvoir de lui donner mon avis. C'est pour ça que dans les procès, on demande aux avocats de conclure ou de plaider. Plaider veut dire que l'avocat explique juridiquement et il porte les éléments techniques et juridiques du dossier à la connaissance du juge pour que le juge rende le droit dans les règles de l'art. C'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire quand le chef traditionnel prend les doléances des populations, il les porte à la connaissance de l'administration. Il peut donner maintenant des avis et des suggestions pour que l'administration, qui a pour mission d'encadrer les populations, fasse vraiment ce travail de manière intégrale. C'est pour vous dire ceci, et c'est par là que je vais chuter. Mais je n'ai pas la prétention de monopoliser la parole ici, mais retenez que le rôle de l'autorité administrative, de l'autorité traditionnelle, c'est d'abord de défendre les intérêts de ces populations. Les porter à la connaissance de l'autorité administrative, porter les instructions et la volonté de l'administration, la porter à la connaissance des populations, et c'est pour cela qu'on l'appelle auxiliaire. Cela ne veut pas dire qu'il est un salarié. Lui, le salaire qu'on lui donne, c'est même une grosse incongruité, parce qu'en réalité, c'est pour ça, parce que dans la vision qui ressort de notre système de gouvernance, celui-là qui nous victimise depuis plus de 30 ans, ils considèrent les chefs traditionnels comme les collaborateurs. C'est pour ça que pour essayer de les mettre pas, pour que ces chefs traditionnels n'aient jamais la capacité de leur faire des suggestions objectives sur les doléances des populations, qu'est-ce qu'ils font? On commence à leur donner des salaires. Sachant qu'à partir du moment où on te donne le salaire, tu es obligé d'être ce qu'on appelle un serviteur servile, ce qui est une grosse incongruité. Mais je dis, pour chuter, qu'en ce moment, je pense que
une révision de cette loi s'impose. Je passe sous le contrôle des juristes, parce que cette loi qui entraîne des postures totalement incongrues de certaines autorités administratives, parce que quand je vois un préfet qui écrit et dit n'importe quoi à un chef traditionnel, ça pose un problème. Cela veut simplement dire qu'il faut modifier cette loi pour recadrer le problème et surtout permettre aux chefs traditionnels de jouer pleinement leur rôle auprès de leur population. Au-delà de la loi sur les autorités traditionnelles, il y a des appels à une réforme constitutionnelle pour garantir une alternance politique et démocratique au Cameroun. Joseph René Mbutuze, les différents analystes politiques qui font le constat de l'échec de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Constitution du 18 janvier 1996 et que l'une de ses conséquences, c'est cette crise anglophone que le Cameroun vit depuis 2016. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est grec. Moi, de même, je vais d'abord rapidement revenir sur ce que Mekaka a dit. Moi, je suis fils de chef et plusieurs fois j'ai assisté à des rencontres entre mon père qui était chef et l'autorité traditionnelle. Ça pouvait être le sous-préfet ou le préfet. Et effectivement, lorsque le chef prend la parole, c'est pour relayer les besoins des populations. Parce que l'administration doit garantir le bien-être des populations. Garantir le bien-être. Ça veut dire que lorsque l'autorité est là, l'autorité administrative est là, effectivement, j'ai assisté où le chef relaie dans les besoins. Nous avions besoin de points d'eau dans tel endroit, nous avons besoin d'écoles dans tel endroit, voilà. C'est dans cette harmonie que le chef devrait travailler avec l'autorité administrative. Parce que le chef ne peut pas dire qu'il relaie les opinions contestataires d'une population, soit qui dit qu'il est de sa population. Si ce sont des opinions contestataires, là, le chef n'est plus dans son rôle. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est des points de vue subjectifs. Parce que, il n'a pas fait un référendum dans sa circonscription de commandement pour savoir si ce qu'il dit relève des besoins de la majorité des membres de sa communauté. Ça reste subjectif. Donc voilà, moi je voudrais élaguer à ce niveau. Et maintenant, pour revenir sur la Constitution, il me semble, et puis je voudrais le préciser pour que les gens le sachent, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, je suis manager. Donc voilà, donc moi je ne voudrais pas rentrer dans des combats de droit avec les avocats. Il faut que cela se comprenne bien. Mais dans la Constitution camerounaise de 1996, il n'a pas été donné un délai pour mettre les institutions en place. Et je crois qu'il y a une disposition qui dit, si je me rappelle bien, que les institutions vont se mettre progressivement en place. Et au fur et à mesure que ces institutions se feront de façon progressive, les anciennes continueront à fonctionner tel quelles. Donc il n'y a aucune disposition d'ancienne constitution qui a donné un délai pour la mise en place de ces institutions. Il y a une sagesse populaire qui dit qui va doucement, assurément. Vous voyez, on ne s'est pas précipité, on est allé progressivement. On a eu la chance que... Il est le plus célèbre des maires. Claude Samuel Monté, 4e adjoint à la mairie de Yaoundé 2e, est la coqueluche des réseaux sociaux. Et même des plateaux de télévision. Un magistrat municipal, pourtant à première vue banal. Lorsque vous arrivez dans son bureau à Tinga, ce travailleur dévoué et honoré de la confiance faite aux jeunes vous recevra avec le sourire et se pliera en quatre pour vous servir. Se plier en quatre, c'est exactement ce qu'il sait faire lorsqu'il célèbre des unions sacrées, c'est-à-dire des mariages. Il le fait tellement bien qu'il est sollicité même hors de sa circonscription. Pourquoi le cherche-t-il tous? Pourquoi le sollicite-t-il tant? En guise de réponse, l'engagement et l'implication dont il fait généralement montre ont laissé petit à petit exploser ses talents de danseur à chaque fois à la fin de la cérémonie de mariage. Comme pour leur souhaiter bonne chance, il esquisse généralement quelques pas de danse en compagnie des mariés. Ces 3 derniers mandats les a placés sous le signe
du mandat des grandes ambitions, des grandes réalisations et des grandes opportunités. Et nous voyons ce que cela produit aujourd'hui comme résultat. Donc, nous devons aller dans le sens De pas de danse en pas de danse, Samuel Monté est devenu le maire danseur. Le Cameroun ne va pas s'arrêter avec nous. Beaucoup moins formel que chez nous, là c'est très froid, très guindé. Ça devient vraiment une fête. Et hier était juste une chose, parce que ça, il avait jamais réalisé. Quand le maire a dit, il y a donne une vie pour le nouveau. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, le Cameroun sera là. Bon, si Maître Kakak estime que c'est allé tellement doucement et que la décentralisation n'est pas encore, je souhaiterais que ce soit maintenant. En 10 ans, quand ils en sont voilà, il pourra apprécier le travail qui aurait commencé à 96 et qu'à son niveau, sera déjà au niveau qu'ils s'en vont prendre les exemples ailleurs, aux États-Unis, en France. Vous savez que toute la démocratie, les c'est des choses qui ont été faites en 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que la Révolution française, c'est 1789. Et c'est le moment de faire 2021 moins 1789. Je veux vous garantir que nous allons progressivement, mais nous allons avec assurance. Et que le Cameroun, que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, on ne sera plus là. Ce sera un Cameroun dont ils seront fiers. Et ils pensent que tout ça a débuté. Mais aujourd'hui, nous nous en félicitons quand même que toutes les institutions qui ont été créées par cette constitution de 1996 soient mises en place et pourront être variées. Et maintenant, pourquoi pas corriger? Parce que la constitution n'est non plus une donnée statique. C'est-à-dire qu'elle doit être modifiée en fonction du développement de l'environnement qui, dans le contexte camerounais, est la nation entière camerounaise dans son entièreté. Il peut arriver qu'il y ait d'autres modifications qui feront suite à ces conditions pour garantir encore davantage le mieux-être des Camerounais. Moi, je voudrais véritablement féliciter le président de la République pour cette patience qu'il a de faire des choses de manière à ce que, lorsqu'elles aboutissent, qu'elles deviennent de très grandes réussites. Alors, le Cameroun, sous le signe d'une grande réussite du président de la République, selon Joseph René Mboutouzé, est-ce que vous avez le même regard sur la situation sociopolitique du pays 25 ans après l'adoption de la Constitution du 18 janvier 1996? Je suis d'abord étonné que quelqu'un qui se présente comme un manager, et d'ailleurs, je crois savoir de management public, n'ait aucun cas de la performance. Parce que chaque fois qu'on navigue à vue et qu'on se donne la liberté de ne pas se fixer de délai, je ne crois pas que ce soit une bonne pratique de management. Je vois que M. Mboutouzé est très élégamment vêtu, c'est un compliment à M. Mboutouzé, et qu'il porte une très belle montre qui me semble être une montre suisse. Mais est-ce que M. Mboutouzé a attendu le temps qu'il a fallu pour que les Suisses mettent au point l'excellence de leur montre? Non, il a trouvé le résultat, il a acheté sa belle montre, il la porte. Il n'a pas attendu les 300, 400 ans de l'évolution de l'industrie de l'horlogerie. De la même manière que ce n'est pas parce que la démocratie a commencé il y a 400 ans, il y a 300 ans, il y a même 1000 ans en Grèce antique, si on veut remonter jusqu'à cette époque-là, que nous sommes condamnés, M. Mboutouzé, à attendre le même temps avant d'arriver à des fruits palpables. Non. Arrêtez aussi cet enfumage qui consiste à dire oui, le temps long, le temps ceci, le temps cela. Vous avez parlé tout à l'heure de la mise en place des institutions. Mais soyons un peu sérieux. Vous ne pouvez pas avoir une constitution en 1996 qui en 2021, 25 ans plus tard, n'a pas encore des éléments de bilan. Parce que si on veut parler de la décentralisation, faisons donc le bilan de la décentralisation. On ne peut faire que le bilan d'ailleurs d'institutions
liées à la décentralisation qui n'ont pas été une innovation de la Constitution de 1996 en soi, puisque les communes qui existent au Cameroun, dont on peut faire une évaluation, existent bien avant la Constitution de 1996. Si on veut faire le bilan de la décentralisation, il faut encore donner du temps à votre champion pour voir comment fonctionneront ces fameuses régions qui d'ailleurs sont installées. D'ailleurs, c'était dans l'actualité. Les conseils régionaux sont installés par l'autorité administrative locale, monsieur le gouverneur. C'est pour bien affirmer ce que vous aimez bien chez vous, c'est-à-dire la domination, la hiérarchie. C'est-à-dire que pour vous, le concept de tutelle est devenu la hiérarchie, puisque c'est le gouverneur qui est supposé être la tutelle du conseil régional, qui installe le conseil régional dont il assure simplement la tutelle de M. Mboutouzé et pas la hiérarchie. Vous avez dit tout à l'heure, quand on parlait des chefs, qu'il n'y a pas eu de référendum pour savoir si ce que les chefs portaient comme doléance était le sentiment de la population. C'est vrai, vous avez raison là-dessus. Mais lorsqu'en 2008, on avait demandé que la Constitution soit modifiée pour abroger la limitation de mandat, il y avait eu un référendum, M. Mboutouzé, ni avant ni après du reste. Vous avez enfumé les Camerounais avec une idée selon laquelle il y a des appels du peuple, Dieu seul sait d'où cela venait, et même pour la forme, vous n'avez pas osé modifier cette constitution en faisant appel au peuple. Vous n'avez pas osé confronter votre idée de pouvoir perpétuel à la volonté du peuple. Vous avez cloisonné cela dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, pour faire le passage en force qui vous caractérise. Non. Soyons vraiment sérieux. Le bilan que l'on peut faire de la Constitution de 1996, à ce stade, c'est un triple échec même. Premier échec, au niveau simplement de la mise en route. C'est comme si on vous confie la tâche de faire des plans. Et 25 ans plus tard, vous n'avez pas utilisé, vous n'avez même pas encore mis un premier coup de pinceau. Vous avez tout conçu, vous dites que c'est dans votre tête et que comme on vous avait dit que ce sera progressivement, il n'y a rien à évaluer. Deuxièmement, même ce qui a été dessiné, vous avez eu de la peine à mettre en pratique. Vous avez de la peine, par exemple, à mettre en pratique la déclaration des biens, que je dois rappeler, n'attend que la signature d'un décret de votre champion. Quel modèle de management? Parce que de sources très bien informées et généralement bien introduites, nous savons que le décret qui devait mettre en place la commission avait déjà été préparé. En tout cas, le projet de décret avait été déjà préparé. Il n'attend que la signature de votre champion et ça date d'avant 2011, pour ne pas en dire plus. La préparation de ce décret, la finalisation de ce décret date d'avant 2011. Nous sommes en 2021. Il semble que M. Biya n'a pas de stylo ou habille pour signer ce décret, M. Mboutouzé. Je sais que vous pouvez lui en prêter. S'il vous plaît, faites-le pour que nous ayons un peu plus de transparence dans la gestion publique. Faites-le s'il vous plaît. Aidez-le comme vous l'aimez tant à nous gouverner un peu mieux puisqu'il est président désormais de fait, donc même si c'est par effraction. Aidez-le à faire son travail. Et c'est son travail qu'on lui demande de faire précisément. Vous dites que le Cameroun a été bâti. C'est vrai que vous n'aimez pas les digressions, mais vous en faites allègrement, parce qu'on parlait de la Constitution, mais vous nous avez dit comment les gens sont émerveillés de voir des choses miraculeuses au Cameroun. Je ne sais pas si ça a à voir avec la Constitution, mais ils sont également émerveillés de constater qu'en plein match de championnat d'Afrique des Nations, on peut avoir une interruption de lumière d'une dizaine de minutes. Et comme vous n'aimez que les exemples étrangers qui vous arrangent, vous me direz certainement que oui, même au Stade de France, il y a eu des interruptions de lumière. Sauf que quand je dirais que oui, mais au Stade de France, la Constitution, dès qu'on la modifie, on l'applique. Chirac avait la possibilité de faire un septennat, il a choisi le quinquennat et il a même choisi de ne pas se présenter. Donc voilà, alors qu'il en avait encore la possibilité, vous ne prendrez jamais ces exemples-là. Vous souhaiteriez plutôt que l'on dise oui, il a le droit d'être là éternellement. À cette allure, M. Mboutouzé, ce ne seront pas les enfants de M. Kakak, de Maître Kaka qui verront les résultats que vous annoncez en grande pompe. Ce seront peut-être ses arrière-petits-enfants, parce que votre logique de mise en place progressivement condamne les Camerounais à mourir lentement en espérant qu'un jour, dans des siècles, quelques siècles plus tard, enfin, que le Cameroun soit gouverné. Parce que pour l'instant, il n'est pas gouverné du tout. Nous sommes essentiellement dans de la navigation à vue. Et cela s'observe principalement
au niveau de la Constitution, à une exception près. Sauf chaque fois que vous voulez pour protéger votre pouvoir, vous convoquez toutes sortes de choses inacceptables pour l'essentiel, pour justifier l'injustifiable. Et dans ce contexte de crise multiforme, Edmond Kamgia, il y a dans la communauté internationale deux grandes puissances qui s'intéressent à la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'un côté, le nouveau secrétaire d'État américain, comme vous l'avez annoncé plusieurs fois sur ce plateau, a indiqué que la crise anglophone sera l'un des premiers sujets qu'il va traiter concernant la politique africaine des États-Unis. Et ensuite, le cardinal secrétaire d'État du Vatican annonce au Cameroun qu'il doit rencontrer le chef de l'État avant de se rendre à Bamenda pour parler de la crise anglophone. Lorsqu'on met ces deux événements ensemble, à quoi faut-il s'attendre dans les toutes prochaines semaines? Je voudrais dire quand même un mot sur la Constitution avant de répondre à votre question. Je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, 25 ans après, le Cameroun a besoin de reformer sa Constitution. Parce que non seulement on n'a pas pu l'appliquer comme cela se devait, mais il a été torturé avec l'intervention dans la modification constitutionnelle de 2008 qui a déverrouillé la limitation des mandats et donné la possibilité au président de la République de ne pas être jugé pour ses actes avant, pendant et après l'exercice de ses fonctions. C'est important de revoir ces dispositions-là dans le sens de plus de responsabilité du président de la République et dans le souci de limiter à nouveau le mandat dans l'espoir d'une possible alternance au pays, mais également la nécessité d'instaurer le système majoritaire à deux tours pour la présidentielle. Il y a beaucoup d'autres choses sur les réformes institutionnelles de la Constitution comme sur le système électoral sur lequel je pourrais revenir, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je réponds directement à la question. Nous l'avions annoncé. Je commence par la réflexion ou l'information relative à celle concernant l'investiture le 20 janvier dernier du président Joe Biden. Nous avions dit depuis 3 semaines, depuis précisément 1 mois, et de façon régulière sur ce plateau, que lorsque l'administration démocrate nouvellement élue va prêter serment, notamment le président Joe Biden et sa vice-présidente, à partir de vont en découler en ce qui concerne la politique étrangère, la politique africaine des États-Unis, et que le Cameroun fera partie des priorités de l'administration Biden. Et effectivement, nos prédictions se sont avérées être justes parce que le 20 janvier, lors de l'audition de confirmation d'Anthony Blinken, c'est-à-dire le nouveau secrétaire d'État, lorsqu'il répondait aux questions au Sénat relatives à ce qu'il entend faire en termes de priorité dans sa politique étrangère, il a fait partie, il a insisté sur 3 pays africains. Il a nommément cité l'Éthiopie, l'Ouganda et le Cameroun. Et quand il a cité le Cameroun, il a mis l'accent sur le fait qu'il y a des populations anglophones qui sont martyrisées, qui souffrent, qui vivent des situations de violence extrême pour lesquelles l'administration américaine en fera un point d'honneur. Ça, c'est d'un. Ensuite, il faut dire, avec l'arrivée de l'administration Biden, concernant cette audition de confirmation, vous savez, aux États-Unis, ce n'est pas comme au Cameroun ou dans d'autres pays. Lorsque vous êtes nommé par le président de la République, vos noms passent par des auditions au Sénat. On vous interroge. On voit si vous êtes capable d'assumer la mission pour laquelle le président vous a nommé. Si vous répondez positivement, si votre parcours académique et professionnel surtout convient à la mission qu'on vous assigne, le Sénat valide votre nomination et vous entrez en fonction. C'est ce qui va se passer pour le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, sur le Cameroun, qui fait partie de ses priorités. Et nous l'avions déjà annoncé. Et cela montre que ici, à Equinox Télévision, et notamment à Droit de Réponse, quand nous faisons des analyses, ce sont des analyses basées sur un argumentaire avéré, solide. Et j'invite des confrères à suivre l'exemple des analyses sur ce plateau de Droit de Réponse. Maintenant, en ce qui concerne l'arrivée au Cameroun, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin du Vatican,
Nous l'avions déjà dit sur ce plateau, pas plus tard que dimanche dernier, qu'il viendrait effectivement au Cameroun. Mais dans les premières informations qu'on avait reçues de sources concordantes, c'est qu'il viendrait probablement d'ici la fin du mois de janvier, entre les 30 et le 31. Vu l'urgence, et je tiens à le préciser, vu l'urgence de la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Vatican a décidé d'anticiper au moins d'une semaine ou d'une dizaine de jours son arrivée au Cameroun. C'est la raison pour laquelle il sera probablement là ce dimanche pour que dans la semaine qui suit, il rencontre les autorités officielles et qu'il puisse arriver à Bamenda, qui est l'un des points forts de sa mission. D'abord sur le plan ecclésial, pour donner le pallium, n'est-ce pas, à l'archevêque de Bamenda, mais aussi rencontrer le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, mais également les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda, c'est-à-dire la province ecclésiastique, c'est quoi? C'est-à-dire la province ecclésiastique, c'est une province, c'est-à-dire que c'est une institution qui rassemble l'ensemble des diocèses d'une région. Et dans le cas d'espèce, c'est la province ecclésiastique de Bamenda, où il va donc rencontrer tous les évêques qui sont à la tête des diocèses des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, à travers cette mission-là qui est annoncée, nous le disions déjà la dernière fois que cela augure des perspectives d'une médiation possible de l'Église catholique sur la crise anglophone. Et quand vous posez la question de savoir que d'un côté, il y a ce qu'on a vu venir par la diplomatie américaine, par l'administration qui s'est installée vis-à-vis de la situation dans le nord et le sud-ouest, et comme je le disais tantôt, l'arrivée annoncée, n'est-ce pas, du secrétaire d'État du Vatican, cela montre que ces deux pays, l'État du Vatican et les États-Unis, sont préoccupés par la situation de crise que nous vivons dans le nord et le sud-ouest, mais également, je dois l'ajouter, la crise politique aussi, parce qu'il y a un lien entre la crise politique et la crise anglophone, je le disais d'ailleurs la dernière fois. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kangia et Joseph René Mboutouzé, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, Maître Simon Serge Kakak et Maître Roland Duhou. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox en télévision. Non, je t'aime pas, je ne peux pas te prendre ça. Tu es un merci, moi, la faire la suite.